Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc très heureux de passer ces 2 heures avec vous à nouveau. Alors c'est une séance un peu, c'est une séance un peu particulière parce que, enfin pour 2 raisons au moins. Donc comme vous le voyez, je vais parler de chimie bio-inspirée après avoir parlé de métallo-enzymes hybrides et de chimie biomimétique. Je vais être très très général sur cette question de chimie bio-inspirée, essayer de faire comprendre un petit peu la démarche. Et évidemment, pour illustrer cette démarche, je dis évidemment parce que vous commencez à comprendre un petit peu la focalisation que je fais sur les problèmes énergétiques, mais je vais donc illustrer ça avec de la catalyse et de la catalyse qui s'applique à des problèmes énergétiques. Mais la semaine prochaine, par exemple, je basculerai dans un monde totalement différent qui est celui des matériaux bio-inspirés. Alors, voilà, pourquoi c'est particulier? C'est parce que je vais parler pendant à peu près une demi-heure et puis je vais vous présenter un film. Je vous raconterai l'histoire de ce film. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être vu parce qu'il y a déjà eu une projection au Collège de France. Voilà, mais j'ai pensé que ça pouvait intéresser ceux qui ne l'avaient pas vu dans le cadre de cet exposé. La deuxième raison, c'est que vraiment je suis très touché d'avoir comme conférencier Daniel Mansuy, qui est directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences et qui est surtout mon directeur de thèse. C'est grâce à lui que j'ai appris un certain nombre de choses, beaucoup de choses, et donc je suis vraiment très, très heureux qu'il vous présente un domaine tout à fait excitant qu'il a développé depuis de nombreuses années et qui est une autre façon d'illustrer ce domaine. Alors, la dernière fois, on a fait une chose simple, qui était de regarder des systèmes biologiques. Alors, quand je dis système biologique, je me suis limité à enzymes, donc une macromolécule, en disant je regarde le site actif. Je vous ai montré ce résultat de Marcus Lubbe, qui est absolument merveilleux, qui a sorti simplement la partie métallique d'une enzyme qui était la nitrogénase et qui a fait fonctionner ce site métallique en absence totale de protéines et a retrouvé des activités de type, enfin, en l'occurrence c'était la réduction du CO en hydrocarbures. Donc c'est pour vous dire que ça avait un sens d'isoler le site métallique. Mais ça c'est de la... Voilà, alors je vous ai montré des approches qui étaient de la copie stricte. Alors la question c'est est-ce qu'on peut aller plus loin étant de combiner la connaissance qu'on a des systèmes biologiques, des solutions apportées par le vivant à telle ou telle question, à la connaissance des solutions possibles que la chimie permet. Et là, on élargit très sensiblement les stratégies qui permettent de répondre à nouveau à telle ou telle question métabolique, biosynthétique, enfin, etc. Alors, pourquoi aller plus loin? Évidemment, c'est en réponse au fait que, voilà, je dis dépasser les limites du vivant. Le vivant est très contraint. Il s'est développé enfin, il a apporté des solutions dans un contexte très contraint. Ces contraintes, c'est quoi? C'est évidemment des conditions de température et de pression qui sont fixées. Pour le chimiste qui fait de la chimie industrielle ou dans le laboratoire, évidemment, ces contraintes sont moins fortes. Un solvant unique, l'eau, alors que les chimistes peuvent travailler dans de nombreux types de solvants. Un contrôle de la toxicité, donc c'est l'utilisation d'éléments non toxiques de préférence. C'est ensuite l'utilisation d'éléments chimiques disponibles, donc ceux qui sont abondants, et le cas typique c'est celui des métaux. Voilà, je l'ai déjà indiqué, mais la palette d'éléments chimiques
disponible pour le chimiste est bien plus grande que en rouge et en bleu les éléments qui sont utilisés par le système vivant. Et puis, utilisation de substrats abondants. Dans le cadre des systèmes vivants, ces substrats sont des substrats très stables qu'il faut activer. C'est l'oxygène, c'est l'eau, c'est le dioxyde de carbone, c'est l'azote, enfin, etc., etc. Alors, on pourrait dire, faisant ce constat, que quel est finalement l'espace des solutions du vivant est très limité. Pourquoi c'est si intéressant de regarder ce système-là et de s'en inspirer, de le copier? Alors, je vois au moins deux raisons. C'est que, bien sûr, le système est relativement simple dans la nature des briques, mais il est d'une très très grande complexité en réalité. Donc, le système vivant est très complexe. Et donc, pour atteindre cette complexité, évidemment, ce sont des solutions extrêmement robustes et efficaces qui ont été sélectionnées par la nature. Donc, de ce point de vue-là, il est pertinent d'aller voir comment la nature a résolu le problème à partir d'un faible nombre de briques. Puis la deuxième raison, c'est évidemment l'âge du système vivant. C'est-à-dire que les solutions que nous observons, c'est de la chimie biologique qui est le fruit d'une évolution et d'une optimisation sur 4 milliards d'années. Donc, à nouveau, même si l'espace des solutions est limité, il est pertinent d'aller voir comment ça fonctionne. Alors, une façon de faire, c'est ce que j'ai indiqué la dernière fois, c'est l'approche de chimie biomimétique, on copie. On analyse essentiellement sur le plan structural les choses et puis on essaye de construire le même objet. L'autre façon, c'est de s'inspirer des solutions du vivant. Donc, pour construire à partir de tout l'arsenal des briques de la chimie, aussi bien éléments que molécules diverses, des objets, mais pas simplement des objets, pas des molécules, des matériaux, mais aussi des procédés qui sont donc dits bio-inspirés, et qui reproduisent alors à ce moment-là pas seulement la structure, mais c'est-à-dire qui peut être simplement copié, mais qui, tous ces éléments bio-inspirés contiennent des principes, enfin contiennent les principes d'organisation et de fonctionnement qui sont à la base de l'objet biologique original, ces principes étant alors traduits avec une très grande liberté par l'utilisation de l'espace complet des briques de la chimie qui sont exploitées au mieux. Voilà un peu la démarche. Donc, si vous voulez, dans cette démarche, il y a à la fois une contrainte imposée, c'est un cadre imposé qui est j'essaye de répondre aux principes, je respecte les principes biologiques, et à côté de cette contrainte, une très grande liberté qui est j'explore l'ensemble de l'espace des briques de la chimie, toute la classification périodique et puis toutes les molécules disponibles de synthèse. Alors, je l'ai dit, hein, donc ces principes, ils portent à la fois sur l'organisation, donc de quoi je parle quand je parle d'organisation? Je parle de propriétés structurales, je parle de propriétés électroniques, je parle du choix des constituants, et puis des principes de fonctionnement. Évidemment, les deux sont liés. Donc là, je parle de mécanismes de transfert d'électrons, mécanismes de transfert de protons, mécanismes de transfert de groupes chimiques, etc. etc. Bien sûr, hein, les deux sont liés. À nouveau, pour faire des transferts de protons efficaces, il faut qu'on ait certains éléments chimiques présents dans l'organisation de l'objet biologique. Voilà. Et à partir de ces principes-là, on ne s'interdit pas, donc je l'ai dit, d'utiliser des éléments chimiques non naturels, donc aller plus loin que les éléments chimiques naturels. Évidemment, on ne s'interdit pas non plus d'utiliser les éléments chimiques naturels. Et puis des combinaisons d'atomes et de molécules non naturelles, là aussi, pour, en respectant ça, produire le fameux objet bio-inspiré. Alors, pourquoi on fait ça? On le fait, finalement, les chimistes le font pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il est toujours fascinant de reproduire
dans un laboratoire, dans un tube à essai, quelque chose qui ressemble à du vivant, même si on s'en éloigne un peu pour qu'il devienne fonctionnel. La deuxième raison, c'est parce que on se dit qu'en élargissant un tout petit peu le système biomimétique, en le disant bio-inspiré, donc avec cette liberté que j'ai indiquée, on cherche voilà, tout ça, plus de stabilité du système, plus d'efficacité, peut-être un moindre coût, encore que voilà, sur certains de ces critères, on peut se dire que la nature, comme je l'ai dit, elle a été économe et elle a effectivement essayé de trouver les solutions les plus économiques. Peut-être quand même encore un peu moins de toxicité, de pollution, plus d'applications, ça c'est très important. Hein. J'ai dit la limitation des substrats et des réactions pour le système vivant, ben, peut-être qu'on peut faire, par exemple dans le domaine de la catalyse, des catalyseurs qui s'adressent à plus de substrats et qui catalysent plus de réactions. Et puis un éventail de conditions expérimentales plus grand. Voilà, alors pour illustrer cette affaire-là, d'abord, oui, j'ai oublié de dire la chose suivante, c'est que, à nouveau, cette approche bio-inspirée, elle est particulièrement exigeante. Elle est d'une certaine façon beaucoup plus que l'approche biomimétique, puisque, à nouveau, l'approche biomimétique consiste à copier, assez bêtement, disons. L'approche bio-inspirée nécessite, d'une part, de comprendre ces fameux principes, donc ça veut dire que de préférence, le chimiste qui s'attaque à ces problèmes-là et à cette approche-là, il doit passer inéluctablement d'une façon ou d'une autre, à un degré ou à un autre, à une connaissance de la biologie. Et donc là, on est vraiment dans des domaines d'interface. On peut certes collaborer avec des biologistes, mais je pense que pour que le chimiste élabore des systèmes bio-inspirés originaux, il doit lui-même acquérir cette connaissance de la lecture du monde vivant. Et ça, évidemment, c'est très exigeant, c'est très difficile, cette double culture. Et je ne suis pas sûr qu'on ait encore trouvé la solution dans les formations universitaires pour répondre à cette question. Mais c'est un enjeu que beaucoup d'enseignants se posent et essayent de mettre en œuvre. Dernière remarque que je voudrais faire, d'une certaine façon, là aussi, cette création de nouveaux objets bio-inspirés qui satisfont au principe de la biologie invite à penser qu'on offre, en produisant ces objets-là, une autre forme de vie, un autre monde vivant. On peut imaginer que peut-être ces solutions-là, qui n'ont pas été choisies et qui n'ont pas pu être choisies par le système vivant, sont peut-être des formes de vivants possibles, et ça, c'est assez fascinant. Voilà, alors, maintenant, je vais illustrer très rapidement, concrètement, comment on procède sur quelques exemples, et ce n'est pas très original ce que je vais faire tout de suite, parce que c'est déjà utilisé par un certain nombre de gens, mais je trouve que c'est assez parlant. Et donc, je crois qu'on peut utiliser pour illustrer cette approche de bio-inspirée de l'aviation qui est en effet bio-inspirée. Quand on regarde un Airbus 380 et puis un oiseau, on constate bien qu'il y a des ressemblances et qu'en même temps, ce n'est pas un objet mimétique. Et on voit bien qu'un certain nombre de principes qu'on a compris de l'étude des oiseaux et des insectes nous ont conduit à élaborer des objets comme ça. Alors, comme vous allez le voir, cet objet-là, il n'est pas né directement de l'analyse de ceci. Il y a eu une évolution technologique. Je vais passer rapidement parce que c'est assez amusant. Mais comme je ne sais plus qui l'a dit, parce que plusieurs ont ressorti cette phrase que vous voyez là, « A jumbo jet is not a scaled-up pigeon ». Voilà, un avion à réaction, ce n'est pas juste un pigeon plus grand. Donc on est dans l'inspiration et pas dans le mimétisme. Alors, ce que cette affaire-là montre, c'est que finalement, l'approche bio-inspirée
qui conduit à l'A380, elle est sans doute plus performante que l'approche biomimétique stricte. Et quand on regarde l'histoire de l'aviation, c'est bien comme ça que les choses se sont passées. Et effectivement, les premières expériences très biomimétiques ont été désastreuses, ont sans doute coûté quelques vies, et puis avec des performances extrêmement limitées. On peut faire référence aux expériences de Gustave Trouvé en 1870. Vous voyez, là, ça ressemble à une libellule ou un insecte, mais avec ça, il ne fait pas plus de 70 mètres. Quelques années plus tard, en 1900, c'est l'avion de Clément Ader. Alors là, ça continue à être assez mimétique, vous voyez. Il y a un moteur et 200 mètres de vol. Et puis après, on passe à des systèmes de plus en plus élaborés, l'aéroplane pendant la guerre de 14, et puis aujourd'hui ceci. Voilà. Donc, je vais parler de molécules, mais la semaine prochaine, je parlerai un peu plus de matériaux bio-inspirés, parce qu'il faut bien noter, évidemment, que ce n'est pas simplement le monde moléculaire qui est sujet à cette approche, en termes de chimie bio-inspirée, et qu'il y a tout un tas d'approches bio-inspirées qui conduisent à des matériaux tout à fait utiles. Vous avez ici toute une liste. Il y a un certain nombre de ces informations ici qui m'ont été passées par Clément Sanchez, qui est professeur dans cette maison et qui est tout à fait dans ce domaine-là et qui raconte des histoires autour de ces différents matériaux. Voilà, donc un certain nombre de caractéristiques très, très intéressantes du vivant, des matériaux du vivant, peut conduire, vous voyez, c'est ce qui est en bleu, à tout un tas d'applications au niveau de cristaux photoniques, de nanocomposites, d'hybrides, et avec des applications, gilets de protection, adhésifs, catalyse, maillot de bain, enfin, etc., etc. Voilà. Voilà. Donc moi, je vais illustrer cette problématique avec ce domaine de la production d'hydrogène et de l'oxydation de l'hydrogène. Alors, je crois que avec Vincent Artero, je vous invite, ceux qui sont intéressés, à lire cet article dans un journal qui est, pour les scientifiques, pas souvent lu, mais qui est le compte-rendu de l'Académie des sciences, dans lequel on a développé assez en détail cette notion de catalyse bio-inspirée, un peu comme je l'ai fait très brièvement ce matin, et à nouveau en prenant comme exemple de cette réflexion sur le lien, sur ce continuum entre l'étude d'un système biologique jusqu'à un catalyseur bio-inspiré et jusqu'à, enfin, des applications technologiques. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué dans cet article. Alors, quelle est la problématique? Ce sont des choses que vous avez déjà entendues de ma bouche. Je les répète pour redonner le cadre. Ce cadre est le suivant. On va avoir besoin, dans un avenir plus ou moins proche, de nouveaux carburants. Et un carburant dans la liste très haut placé comme étant d'intérêt, c'est l'hydrogène. Alors pourquoi l'hydrogène? Eh bien, si on en possède, lorsqu'on le brûle, eh bien, on a une réaction qui produit une très grande quantité d'énergie. Et par ailleurs ne produit que de l'eau, et donc sur le plan environnemental, c'est tout à fait intéressant. Cette transformation-là peut se faire au sein d'une pile. À ce moment-là, on convertit l'énergie chimique qui est contenue dans la molécule d'hydrogène en énergie électrique. Les applications, c'est par exemple les voitures qui peuvent fonctionner avec des piles à hydrogène, des piles à combustible, avec le carburant hydrogène. Mais évidemment, il y a tout un tas d'applications parce qu'à partir du moment où on convertit cet hydrogène en électricité, on peut utiliser cette énergie électrique pour tout un tas d'applications, recharger cet ordinateur, recharger votre téléphone, enfin, tout dépend de la puissance. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hydrogène. Ce n'est pas comme le pétrole, je l'ai déjà dit, on ne creuse pas et puis on trouve de l'hydrogène, il faut le former. Et le former, eh bien, c'est dépenser de l'énergie parce que cette énergie qui est contenue là et qu'on récupère, et au mieux égale à l'énergie qu'on dépense pour le produire. Donc la solution, c'est qu'il faut de l'énergie qui ne coûte pas cher et qui soit renouvelable,
sinon on repart avec le pétrole et on tourne en rond, et il faut une source d'atomes d'hydrogène qui soit très abondante. On a tout ça avec le Soleil, par exemple, et l'eau. Donc si vous mettez de l'énergie dans un système qui convertit l'eau en hydrogène, eh bien vous avez résolu le problème. Et donc ici, l'idée, c'est d'avoir des électrolyseurs, par exemple. Donc la source, c'est ici de l'énergie électrique, mais cette énergie électrique peut venir elle-même du soleil à travers l'énergie, enfin, le photovoltaïque, par exemple. Mais disons qu'en prenant l'électricité dans un électrolyseur, vous pouvez décomposer de l'eau en hydrogène. Voilà, donc un cycle vertueux que j'ai déjà développé à plusieurs reprises et sur lequel on travaille. Et un des problèmes, c'est évidemment que ces systèmes ne travaillent qu'avec du platine et comme catalyseur, parce que ce sont des réactions qui sont complexes, qui sont multi-électroniques et donc cinétiquement contraintes, et donc il faut un catalyseur. Et malheureusement, le platine, on doit trouver d'autres solutions parce que c'est un métal qui est cher, qui est peu abondant, et on imagine mal une planète dépendant en partie de l'hydrogène qui fonctionne avec des dispositifs à base de platine. Donc il faut trouver autre chose. Et là, vous voyez, c'est le début donc, de cette démarche de chimie bio-inspirée. Donc on a une question, comment remplacer le platine? On a une réponse biologique qui est oui, les systèmes vivants, au cours de l'évolution, ont élaboré des enzymes qui sont les hydrogénases que j'ai montré N fois, qui sont des hydrogénases qui sont des systèmes assez complexes. Hein. Vous voyez, il y a tout un tas d'atomes métalliques ici. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous constaterez ici qu'il y a des clusters fer-soufre. Et puis, il y a le site actif où se produit cette réaction, réduction des protons en hydrogène et l'inverse. Ici, il y a deux classes d'hydrogénases. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais vous avez deux classes d'enzymes qui font exactement la même chimie. Dans la première classe qu'on appelle nickel-fer, l'interconversion eau-hydrogène se passe au niveau d'un complexe binucléaire de nickel et de fer, où le nickel est entouré d'atomes de soufre et le fer, assez curieusement, est entouré de monoxyde de carbone ici et de cyanure. Et vous avez des liens atomiques entre les deux atomes métalliques. Et puis vous avez cette chaîne de clusters fer-soufre qui assure le transfert des électrons, parce que vous voyez que dans cette réaction, il y a des transferts de protons et des transferts d'électrons qui assurent la connexion entre le site actif et la surface de la protéine où viennent s'accrocher des accepteurs ou des donneurs d'électrons. C'est la même chose dans la deuxième classe. Vous avez des clusters fer-soufre qui assurent cette conduction électrique et cette connexion avec des accepteurs et des donneurs d'électrons. Et puis vous avez un site actif qui est là. Vous avez également deux atomes. Ici, c'est deux atomes de fer, il n'y a pas de nickel. Vous avez du monoxyde de carbone et du cyanure, et puis vous avez un pont dithiolate ici. Voilà, donc ça, ce sont des systèmes très très intéressants, et je rajoute ici le fait que cette petite molécule a un atome d'azote qui joue un rôle très très important dans les transferts de protons. Voilà, bon, je ne rentre pas dans le détail, donc c'est un système qui est très complexe, que la nature a mis au point. Il est très complexe, pourquoi? Parce que c'est une protéine qui assure sur des longues distances des transferts d'électrons, qui assure sur des longues distances des transferts de protons, qui est aussi une protéine qui travaille sur un substrat qui est un gaz, qui est l'hydrogène, donc il faut des canaux protéiques qui assurent le transport de gaz. Donc vous voyez, tout ça est d'une organisation assez complexe. Et néanmoins, l'enjeu est sérieux, puisqu'il s'agit de réaliser cette réaction dans des dispositifs technologiques. Alors je ne parle pas de l'approche qui consiste à utiliser les enzymes elles-mêmes dans les dispositifs technologiques que sont les électrolyseurs ou les piles à combustible. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais c'est de dire, voilà, j'essaye de comprendre tout ça, et puis je vais prendre le site actif uniquement, je vais en faire des petites molécules, et je vais découvrir des catalyseurs qui seront biomimétiques ou bio-inspirés. J'ai déjà parlé de cette approche-là la semaine dernière, en parlant de l'approche biomimétique et comment les chimistes ont réussi à faire des choses qui ressemblaient pas mal au site actif. Et là, je vais vous montrer autre chose. Ici, à nouveau, l'importance de cet atome d'azote qui, en fait, assure la cassure de la liaison hydrogène-hydrogène ou, au contraire, est un site d'apport de protons pour créer la liaison hydrogène-hydrogène quand la réaction va dans un sens ou dans un autre. C'est très, très important. Voilà ici l'enzyme nickel-fer.
Alors voilà, si on fait référence à l'histoire de l'aviation, eh bien l'oiseau c'est l'hydrogénase. Et je dirais que dans les années 2000, on a fait peut-être quelque chose qui ressemble à l'avion de Trouvé. Voilà, avec des systèmes qui ressemblent magnifiquement au site actif. Ici, c'est des nickel-fer. Vous voyez, il y a du CO, il y a du CN, il y a des atomes de soufre autour du nickel, etc. Mais ces systèmes ne sont absolument pas actifs. Ici, vous voyez, on s'en éloigne un peu parce qu'on a des ligands qui ne sont pas du tout biologiques. Et là, on a les premiers systèmes qui sont actifs catalytiquement, mais avec des surtensions extrêmement élevées. Donc, ce n'est pas des catalyseurs qui ont des applications intéressantes, potentielles. Et finalement, vous voyez un système qui est encore plus simple. On a enlevé le fer. Voilà, on peut se demander pourquoi la nature a mis du fer, mais des complexes de nickel mononucléaires fonctionnent. Donc c'est Dan Dubois, dans plusieurs excellents articles, y compris très récents, a montré le potentiel de ces complexes nickel-diphosphine. Alors cela travaille avec, vous voyez, des efficacités qui se rapprochent de celles de l'enzyme. Et donc là, on voyez, on évolue un peu de cette façon-là. Est-ce que cette chose-là, c'est plutôt l'aéroplane de 14 mais vous voyez, avec des surtensions qui commencent à devenir intéressantes. Je ne dis pas, alors voilà à nouveau pourquoi, vous voyez ici ce qu'a fait Dubois, c'est vraiment de montrer l'importance de cet atome d'azote. Donc ça, c'est très biomimétique d'une certaine façon. Donc, enfin, en mettant cet atome d'azote, vous voyez, on a l'illustration de ce que je disais quand je disais on essaye de retenir certains principes d'organisation et de fonctionnement. Typiquement, dans le cas des hydrogénases, on a compris que cet atome d'azote était absolument essentiel, par des expériences, par des calculs théoriques, voilà. Et Dan Dubois a vraiment, oui, il s'appelle Dubois, mais il est aux États-Unis, cet atome d'azote, il a bien montré qu'il jouait un rôle absolument essentiel. Et s'il n'y a pas cet atome d'azote dans ce complexe, il y a beaucoup plus de surtension, il y a beaucoup moins d'efficacité, etc. Donc là, on a un respect de ces principes. Alors, je vais vous parler de l'histoire de ce matériau qui est dérivé de cette approche-là. Alors, c'est en face, mais je ne dis pas que ça, c'est l'Airbus à 380, parce qu'on est quand même encore un peu loin du compte. Le suivant sera peut-être l'Airbus à 380, mais on s'en approche avec des matériaux qui ont pratiquement plus de surtension, qui peuvent être mis dans des dispositifs. Malheureusement, il y a des courants insuffisants. Voilà. Et donc, je vais vous parler de ce travail, mais ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Je vais en parler avec un film. Et je vais vous raconter en quelques minutes cette histoire de film. Donc, c'est un film qui illustre ce résultat, à savoir la préparation de ce matériau, qui est un catalyseur à la fois pour l'oxydation et la production de l'hydrogène, donc avec une grande stabilité qui est compatible avec la technologie des piles à combustible, qui a une très faible surtension, qui est résistant au monoxyde de carbone, qui coûte moins cher que le platine. Alors, on a amélioré ces aspects-là, ces faibles densités de courant. Alors, c'est un travail qui a évidemment été mené en étroite collaboration avec Vincent Artero et puis un certain nombre de collègues, Serge Palassin au CEA. Voilà. Et donc, voilà, ça va être ma... Ah, il ne veut pas revenir. Ça va être ma dernière diapositive. Donc, vous voyez, c'est vraiment une approche bio-inspirée qui est partie d'une étude très... Enfin, pas que par nous, et surtout, enfin, peu par nous, mais par tout un tas de gens à travers le monde. Analyse structurale et fonctionnelle d'un système complexe comme une enzyme, connaissance à l'échelle atomique du site actif, et ensuite construction d'un système qui respecte un certain nombre de critères, le choix du nickel, le choix de cet atome d'azote positionné à cet endroit-là, le choix des ligands phosphines qui ont des propriétés électroniques proches du monoxyde de carbone et du cyanure, enfin, etc., etc. Mais vous voyez, avec une certaine liberté, c'est-à-dire que le chimiste ne s'est pas
cantonné à juste prendre les mêmes éléments que dans le système enzymatique. Et comme dans l'aviation, c'est cette liberté-là qui a permis, voyez, de créer un objet qui est quand même très éloigné, donc qui n'est pas une simple copie et qui est bien plus efficace que la simple copie. Voilà, alors, il s'avère que lorsque ces travaux sont parus, on a eu l'occasion d'en parler dans la presse, et puis un jour, il y a un réalisateur, Mathieu Chauvin, qui, prenant un petit article dans, je ne sais plus si c'est Science et Vie ou Science et Avenir, me contacte et me dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de bio-inspiré, de chimie bio-inspirée, ça m'intéresserait de savoir de quoi vous parlez. Et puis je lui explique, d'abord au téléphone, et puis il me dit voilà, je suis réalisateur, j'ai envie de faire un film là-dessus. Alors je me demandais bien d'abord pourquoi il voulait faire un film là-dessus, quel était l'objectif, etc. Et puis en même temps, avec Vincent Artero, on s'est dit peut-être que ça peut être l'occasion d'avoir un autre média que nos conférences et nos articles dans toutes sortes de presse, spécialisées ou non, un autre média pour expliquer de façon assez simple plusieurs choses. La première, c'est évidemment l'enjeu énergétique. Deuxièmement, c'est l'histoire de l'hydrogène comme possibilité de carburant. La troisième, c'est cette illustration de l'approche bio-inspirée qui conduit à des catalyseurs de ce type-là. Et ces catalyseurs ont intéressé un certain nombre de spécialistes de mise en forme technologique des matériaux. Ces objets-là sont maintenant à l'étude dans des dispositifs de type électrolyseur ou pile à combustible. Donc on avait toute une histoire assez concrète qui pouvait peut-être intéresser, par le biais de ce film, des étudiants, des lycéens, toutes sortes de publics. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de présenter ce film, notamment dans des lycées, avec un succès absolument incroyable. Donc les jeunes venaient, écoutaient, et puis posaient des questions tout à fait puissantes. C'est là, au niveau des premières et terminales, on voit déjà à quel point les gens sont concernés par ces problèmes énergétiques, et puis surtout très fins, et savent déjà beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est ce film que je voudrais vous présenter. Voilà, c'est un effort à la fois scientifique et en même temps pédagogique, plus ou moins réussi, et je vous en fais part maintenant.